et bienvenue dans ce nouvel épisode de Agodier vous parle. Agodier vous parle, l'émission qui nous permet d'aller à la rencontre des entrepreneurs afin d'avoir des astuces, des conseils pour mieux positionner nos entreprises, pour faire face à la compétitivité sur le marché mondial. On se retrouve juste après ce cours. Aujourd'hui, nous recevrons un consultant en marketing qui met ses compétences au service des startups. Il parle d'entrepreneuriat, de copywriting et de closing. Il est très connu sur les réseaux sociaux et plus besoin de le présenter. Il s'agit de Benny Tosso. Benny Tosso, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Merci de nous recevoir. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui préoccupe les entrepreneurs, les stratégies de différenciation à adopter par une entreprise locale pour faire face à la compétitivité sur le marché mondial. Alors déjà, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ce que c'est qu'un copywriter et quel est le rôle d'un copywriter aujourd'hui dans le développement d'une entreprise locale. Ok, donc pour faire ça, je commencerai d'abord par une définition du copywriting, un peu comme toutes les disciplines, ça a une définition. Donc le copywriting, c'est l'art de vendre par les mots. Donc en gros, quand on parle de l'art de vendre par les mots, on entend deux choses, vendre et puis mot. Et quand on entend vendre et puis mot, ça pense à la publicité. Donc le copywriting, c'est la compétence centrale des publicités, si on peut le dire comme ça. Donc quand on parle des publicités, ça veut dire que c'est des gens qui écrivent les publicités. Donc quand vous êtes en ville, vous voyez des panneaux publicitaires, les gens qui travaillent sur les messages qui vont s'afficher ces panneaux publicitaires, c'est les copywriters. Lorsque vous voyez par exemple dans des campagnes à la télé, on se rappelle tous de la campagne de Fanico, plus Faro, plus Foca. Vous vous rappelez de ces campagnes-là? Ça, c'est les copywriters, c'est le travail, c'est le génie des copywriters parce que leur objectif avec ce type de campagne, c'est d'arriver à créer une chanson, créer une rhétorique qui reste dans la tête du consommateur et qui fait que même 10 ans, 15 ans, 20 ans après, il arrive toujours à se souvenir de ça. Et ça crée en fait une relation avec la marque qui est très forte, qui fait que jusqu'aujourd'hui, malgré que cette publicité-là, je l'ai suivie peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, je suis toujours capable de me rappeler de ça et je suis toujours capable d'avoir une relation spéciale avec la marque Fanico. Sans faire de la publicité à quelqu'un, c'est une façon en fait d'expliquer avec cet exemple-là en fait ce que c'est que le copywriting et leur rôle dans la société d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un copywriter ou que fait un copywriter, c'est juste un publicitaire dont l'objectif c'est de savoir quels sont les bons mots qu'il va utiliser, qu'il va choisir pour que son interlocuteur, son client, l'auditeur, etc. puisse en fait garder dans son esprit son message afin de pouvoir derrière le pousser à l'achat, à l'action, etc. D'accord. Alors, pour être un copywriter, y a-t-il des compétences spécifiques qu'il faut avoir? Compétences spécifiques, oui, bien sûr, il faut déjà savoir écrire. Il faut savoir écrire, donc encore une fois, dans la définition, il y a deux mots, il y a la vente, il y a l'écriture. Donc il faut savoir écrire et il faut savoir vendre. C'est deux choses complètement différentes. Mais ici, quand on parle de savoir écrire en copywriting, c'est pas être Molière ou bien, être comme Victor Hugo. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif d'un copywriter, il y a la dimension vente, fait que on n'essaie pas de romantiser ce qu'on dit, on essaie plutôt de parler de façon pratico-pratique, au risque même parfois de blesser le français, au risque même parfois d'être trop terre à terre. Donc généralement, quand on parle de copywriting, donc les deux compétences clés qu'un copywriter doit développer ou un entrepreneur aujourd'hui doit développer, c'est la compétence de la vente et la compétence dans la communication. Parce que sans ces deux compétences-là, il n'y a pas d'entreprise en fait. Toutes les entreprises au monde font de la communication et toutes les entreprises au monde font de la vente, je veux dire, jusqu'au niveau de la politique. Quand, le président voulait venir, il a fait une campagne, il a mis un nom à sa campagne, il a communiqué. Sans la communication, il n'y a pas d'action. Donc, toutes les entreprises au monde, toutes les personnes au monde, toutes les entités au monde qui ont pour un but lucratif sont obligés de pouvoir apprendre à vendre et apprendre à communiquer. Donc, le copywriting, c'est l'ensemble de ces deux choses-là. Donc, on a dit écrire
C'est le côté de la communication. Vendre, c'est la dimension vente. Donc aujourd'hui, pour être super bon copywriter, il faut forcément développer ses compétences dans ces deux disciplines-là, à savoir la communication et la vente. Alors, d'après toi, comment est-ce que la technologie et les médias numériques peuvent-ils aider les entreprises locales à se différencier sur le marché numérique? La technologie, les métiers et les outils digitaux offrent une chance qu'on n'avait jamais eu auparavant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Internet, on est tous dans la même arène. C'est l'arène du monde entier. Ok? Il y a une phrase de Cristiano Ronaldo que j'adore beaucoup qui dit Attends, si c'est Cristiano Ronaldo, je pense que ça doit être Seth Godin, le marketeur, qui dit que les meilleurs ne concourent pas dans l'arène de leur ville ni de leur pays. Les meilleurs concourent dans l'arène du monde entier. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu es meilleur, je ne te dis pas, oh, je suis meilleur au Bénin, je suis meilleur dans ma ville, je suis meilleur en Afrique, mais tu dis, je suis meilleur dans le monde. Donc, quand tu te compares automatiquement à ce qui se passe aux standards mondiaux, en fait, tu es obligé de pouvoir faire un travail, d'élever ton travail à un certain niveau. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui te met de la pression. Mais lorsque tu essaies juste de comparer donc, à la personne dans la classe à côté, la personne dans la ville à côté, tu es obligé de visiter dans la médiocrité. Donc, je disais, l'avantage avec donc, la technologie aujourd'hui, c'est ça. Et ça fait que nous tous, nous pouvons concourir en fait dans l'arène mondiale. Et ce qui est spécial et qui est génial avec ça, c'est quoi? C'est que pour une fois, comme Oussama va même le dire, la technologie a redistribué les cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Google, quand Google va créer sa page Facebook, quand Amazon va créer sa page Facebook, quand Facebook va créer sa propre page Facebook, ok? C'est en suivant les mêmes étapes que moi je suis pour créer ma page. Ok, c'est pas la même chose comme à l'époque où, à l'époque des masses médias, où pour avoir une place dans un journal, il faut forcément dépenser des millions. Aujourd'hui, en fait, n'importe quelle personne peut prendre la voix sur Internet, peut se construire une communauté et peut devenir créatif par rapport à un sujet. Donc ça, en fait, l'avantage que ça offre aux entreprises africaines ou locales, c'est la possibilité, en fait, de pouvoir, avoir les mêmes outils et les mêmes chances que les mêmes opportunités que n'importe quel autre concurrent au niveau mondial, mais en plus de cela, c'est de pouvoir, pour une fois dans l'histoire du monde, la position, la notion géographique n'importe plus autant que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis là aujourd'hui au Bénin, j'ai des clients un peu partout, mes clients sont dans plus de 17 pays dans le monde, okay? En Europe, en Afrique, etc. Et la plupart de mon temps, c'est un temps que parfois je suis au Bénin, parfois je suis en Côte d'Ivoire, ça dépend du pays où je suis, mais je peux travailler avec mes clients depuis n'importe où. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Il y a 20 ans, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et aujourd'hui, lorsque vous avez une entreprise, vous devez comprendre que en fait, les enjeux ne sont plus juste. C'est plus juste des enjeux nationaux, mais c'est des enjeux internationaux. Pourquoi? Parce que en fait, aujourd'hui, vos clients sont un peu partout. Vous pouvez être au Bénin et en train de travailler avec des clients qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez être en Côte d'Ivoire, être en train de travailler avec des clients qui sont en Europe sans avoir à bouger de chez vous. Donc ça, ce sont les opportunités que les outils digitaux, excusez-moi, ont créé et la possibilité qu'ils donnent aux entreprises aujourd'hui en fait de pouvoir exploser sur le plan commercial. Alors, on parlait tout à l'heure de compétitivité. Est-ce que selon vous, les entreprises locales béninoises font assez? Du tout pas, parce que je pense que les entreprises béninoises, pour la plupart, en termes de communication, sont très médiocres. Ok, sont très médiocres. Pourquoi? Pas parce qu'elles n'ont pas les compétences, mais parce qu'elles sont trop occupées à s'intéresser et à se comparer aux voisins du quartier ou aux voisins de la ville ou à l'autre. Vous voyez un peu, pour amener ça au niveau des médias. Lorsque, je sais pas, je suis une chaîne de télé, je dis n'importe quoi, je suis Gov TV aujourd'hui ou je suis ONTV aujourd'hui, la personne à laquelle je me compare, c'est pas Canal 3. En fait, c'est Live TV. C'est TF1, c'est à ça que je me compare. Donc quand je me compare à TF1, le niveau auquel j'ai envie d'amener mes émissions, c'est le niveau de TF1. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où les gens, depuis chez eux, peuvent regarder TF1 depuis YouTube. Donc, les gens aujourd'hui ont la possibilité donc, justement de suivre des informations de cette qualité. Et en fait, dans quel monde en fait, tu penses que vous pensez que eux ils vont en fait préférer ça à une information, je sais pas, de LCD en fait? Jamais.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises béninoises, en fait, c'est pas qu'on n'a pas de la compétence en interne. Moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises à l'étranger. C'est pas comme si le fait que je sois en béninois, ça crée un problème ou un disclaimer, non. Mais juste parce qu'en fait, je me suis jamais comparé à mes camarades de classe, je me suis jamais comparé aux gens quand j'étais en entreprise, de mon entreprise, je me comparais toujours à la scène internationale. Je me disais toujours, dans l'échelle du monde, où est-ce que je me trouve? Et lorsque en fait on joue dans cette arène-là, c'est complètement différent. Et si les entreprises béninoises commencent aujourd'hui par se dire, on doit comment on appelle, être au même niveau que les standards, que le standard international en fait, ça va les pousser à mettre la qualité dans leur travail à un certain niveau donné. Et en termes de communication, de marketing et de vente, ils doivent commencer pour pouvoir arriver à ce niveau, commencer par s'inspirer de grandes marques comme Apple, comme Nike, comme McDonald's, comme etc. Et arrêter en fait de se comparer à Leroy Charama en fait. Vous voyez un peu, donc je dirais c'est la perspective en fait qu'il faut aux différentes entreprises qui sont ici en fait. D'accord. Et selon vous, quels sont les éléments essentiels d'une communication pour justement se différencier des autres concurrents ou de se mettre au même niveau que les entreprises internationales? Ok. La première étape, c'est d'abord le benchmark. Le benchmark, c'est quoi? C'est l'étude de la concurrence. Ok. Et le benchmark, en fait, quand les entreprises font le benchmark, c'est bien de faire le benchmark par rapport à ce qui se produit localement. Mais c'est encore plus important de faire le benchmark par rapport à ce qui se produit à l'étranger. Parce qu'on peut le dire, tout se perd, rien ne se crée, tout se perd, mais rien ne se peut créer, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Il n'y a rien de nouveau qui est sous nos cieux aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau qu'on essaie de créer. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est juste de voir ce que les autres ont fait de mieux de faire. C'est tout. L'innovation, il y a une citation de Léo Duff qui dit l'innovation, c'est pas le changement radical. L'innovation, c'est les petites améliorations sur l'existant. Et chez nous, en fait, on croit que l'innovation, c'est le changement radical. Mais non, en fait. L'innovation, c'est le petit changement. Et donc, on va commencer par se dire, je veux ouvrir, supposons, un restaurant de fast-food à Cotonou. Ok. Oui, je dois faire mon benchmark, mon étude de marché par rapport au Wacharama, par rapport aux entreprises locales, mais je dois également faire mon étude de marché par rapport aux entreprises internationales pour voir, ok, qu'est-ce que, je sais pas, McDonald's fait par exemple maintenant dont je peux m'inspirer pour rendre mon expérience de vente de shawarma un peu spéciale. Et quand on va commencer par penser comme ça, on va commencer par faire des choses qui élèvent le niveau de notre pays. Voilà, je ne fais pas. Ereva n'a pas créé le concept des supermarchés. Non, Ereva s'est juste inspiré de ce qui se fait déjà à Dakar. Dakar s'est inspiré de ce qui se fait déjà en France. La France s'est inspirée de ce qui se fait déjà aux États-Unis. C'est juste la même suite logique depuis des dizaines d'années en fait. Donc, première étape, c'est l'étape de l'étude de marché. Ensuite, c'est l'étape de la concurrence, du positionnement. Benchmark, ensuite positionnement. Le positionnement, pourquoi? Parce que du moment où en fait, vous savez exactement ce qui se passe dans l'industrie, dans le marché, là maintenant vous devez décider de vous dire, ok, actuellement sur le marché, tout le monde parle de digital marketing, moi je vais parler de copywriting. Donc j'essaie vraiment en fait de me différencier des autres. Ok. Et donc ça c'est l'étape de comment on appelle? L'étape du positionnement. Et après le positionnement, là maintenant vient la stratégie. Donc quand je dis la stratégie, c'est le go-to-market. Le go-to-market, c'est la stratégie d'attaque du marché. Comment on commence? Est-ce qu'on commence dans toutes les villes à la fois? On commence dans une ville à la fois? Est-ce qu'on est digital? Est-ce qu'on est physique? Ça, c'est des stratégies go-to-market, c'est un peu plus technique. Mais généralement, en fait, pour une entreprise, là on n'est pas en train de parler d'une personne, mais pour une entreprise, en termes de stratégie, marketing ou de différenciation, premièrement, il faut un bon benchmark. Ensuite, il faut un bon positionnement et après, il faut un go-to-market qui est clair. Maintenant, ça, c'est les termes anglophones, mais le plus important de garder, c'est les étapes et l'explication dans ces étapes. En fait. Est-ce qu'il y a des risques potentiels dans la mise en place de stratégies de différenciation sur le marché? Est-ce qu'il y a des risques pour les entreprises locales? Oui, toutes les entreprises ne peuvent pas suivre les mêmes stratégies. Et la raison pour cela, c'est justement l'étude de marché, le benchmark dont j'ai parlé. Quand je sais pas, je vends FIFA par exemple maintenant, ma stratégie de vente ne sera pas la même chose que si je vends des climatiseurs en fait, voilà un peu. Donc en fonction du marché sur lequel tu te trouves en fait,
ton étude de marché va t'apprendre quelque chose de différent par rapport au marché de l'autre. Et ça va juste orienter ta réflexion dans quel sens il faut amener la chose. En fait. Quelles sont les erreurs les plus courantes en termes de construction de gestion de la réputation en ligne pour les entreprises locales? Erreur plus courante, pardon. Oui. Ok. Erreur plus courante que les entreprises font, premièrement, c'est de ne pas personnaliser le message ou de ne pas humaniser le message. Aujourd'hui, ce qu'on a remarqué en termes de tendance de communication, c'est que les entreprises qui ont le plus d'engagement en ligne ne sont pas des entreprises qui parlent de façon corporate. En fait, les entreprises qui ont le plus d'engagement en ligne, c'est des entreprises qui ont compris que elles doivent humaniser leur communication. Ça veut dire quoi? Elles doivent commencer par communiquer comme des humains au lieu de communiquer comme des entreprises. Pourquoi? Parce que c'est pas une entreprise, c'est une entité sociale. C'est une entité c'est pas une entité physique, c'est pas une entité, je sais pas, en fait, genre, une entreprise a peut-être une opinion, mais c'est pas une personne. Donc, comment est-ce qu'on va s'attaquer à une entreprise? Comment est-ce qu'on va se sentir quand une entreprise prend position sur quelque chose? Versus une personne prend position sur quelque chose, c'est complètement différent. Et les entreprises qui ont des résultats aujourd'hui, c'est des entreprises qui ont commencé par plus penser comme des hommes, pas comme des personnes, que comme des entreprises en fait. Un exemple palpable de cela, c'est Burger King. Burger King qui est la deuxième plus grande marque de fast-food au monde, qui a plus de 34 000 points de fast-food dans le monde. Et ce qu'il faut comprendre avec Burger King, c'est que Burger King aujourd'hui, c'est le roi de la communication en ligne quand il arrive à la restauration. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, les Burger King se considèrent comme une personne. Il n'y a qu'à aller sur le compte Twitter pour savoir ça. Quand vous allez sur le compte Twitter de Burger King, dans leur description, ils ont mis quoi? Que leur prénom c'est Burger, leur nom de famille c'est King, et ils ont l'âge qu'ils ont, en fait c'est le nombre d'années depuis lesquelles ils sont en train d'exister. Et ensuite ils se donnent un surnom, j'ai oublié le surnom qu'ils se donnent, je crois, ça doit être King quelque chose et tout, etc. Mais en fait, ça explique clairement la vision des gars, en fait. Genre les gars, ils sont une entreprise, mais ils disent que non, leur entreprise c'est pas une entreprise, c'est une personne. Et donc ils traitent l'entreprise comme une personne. Jusqu'au niveau, en fait, aujourd'hui, ils ont tellement personnifié l'entreprise que aujourd'hui, la plupart des gens, en fait, ont ce rapport-là très intéressant avec Burger King parce qu'ils se disent ah, mais les communications de Burger King sont très impactantes. Donc aujourd'hui, s'il y a une stratégie où il y a une direction dans laquelle les entreprises doivent partir, si elles ont envie de faire de la communication qui marche, c'est d'arriver justement, en fait, à personnifier leur communication, à la rendre plus humaine, à la rendre plus intéressante, au lieu de rester sur le droit chemin à vouloir communiquer comme s'ils étaient, je sais pas, le gouvernement. Alors, merci beaucoup, Benitoso, pour tes éclaircissements. Merci beaucoup, Benitoso. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine.